Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Légende effroyable de Paris. Paris, ville noyée dans les mystères. Les rues romantiques de ce lieu enchanté rappellent non seulement les moments joyeux, mais également les événements qui font courir des frissons le long de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les sombres profondeurs de la ville et découvrir les 10 légendes les plus populaires de Paris. Croire ou non, c'est à vous de décider. Les portes diaboliques de la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale de Notre-Dame de Paris, dominant la ville, attire non seulement les regards par sa grandeur, mais cache également en elle-même de nombreuses légendes sombres. L'une des histoires les plus effroyables est liée à la fabrication de ces portes sculptées. Le travail de forger de ces portes fut confié à un jeune forgeron. Le temps passait, mais il ne parvenait pas à créer un chef-d'œuvre digne d'un lieu saint. La dernière nuit, avant la remise du travail, désespéré et fou de peur, il invoqua le diable lui-même à son aide. Le matin, lorsque le clerc vint inspecter les résultats, il fut confronté à une scène effroyable. Le forgeron gisait mort, et devant lui se dressaient les portes, ornées de motifs ajourés magnifiques. La flamme dans la forge continuait de brûler avec intensité, et les outils semblaient avoir pris vie. Ils flottaient dans l'air et continuaient de marteler le métal. Les portes étaient si magnifiques que, malgré les circonstances sinistres de leur création, on décida de les installer malgré tout. Mais voilà le problème. La clé ne voulait pas tourner dans la serrure, jusqu'à ce qu'elle soit aspergée d'eau bénite. Vrai ou faux, les portes de Notre-Dame sont toujours différentes de toutes les autres, forgées ou fondues. Personne n'a jamais pu reproduire leurs motifs étranges, comme si le diable lui-même avait laissé sa marque sur elles. La légende du barbier et du boulanger. Aimez-vous les pâtés en croûte? Le roi de France, Charles VI, l'amoureux, les aimait également, tout comme ses courtisans. À la fin du XIVe siècle, le meilleur pâtissier de viande vivait au 20 rue Chanoinesse. Ce pâtissier avait un ami, un barbier, qui travaillait à l'étage au-dessus, directement au-dessus de la cave du pâtissier. Les affaires du pâtissier prospéraient, et il avait besoin de plus en plus de viande pour ses pâtés. À un certain moment, les deux amis décidèrent que faire des pâtés avec de la chair humaine serait à la fois plus rentable et plus intéressant. Au Moyen Âge, les barbiers ne se contentaient pas de couper les cheveux et de raser les barbes, mais ils extrayaient également les dents, soignaient avec des sangsues et incisaient les furoncles. Le sang sur le sol de la barbershop ne suscitait pas de soupçons. Le barbier perfide ne touchait jamais aux clients riches, leur tenant des conversations polies et leur rasant soigneusement les barbes. Mais les pauvres et les visiteurs solitaires étaient condamnés. Leur vie dépendait des réserves de viande dans la cave. À un moment donné, la lame dangereuse tranchait la gorge du malheureux et le corps était envoyé en bas, où le pâtissier l'attendait. Les pâtés chauds à la chair humaine se sont vendus à Paris pendant 5 ans.
Le sort des deux amis a été brisé par une coïncidence tragiquement comique. Un jour, un étudiant est entré chez le barbier avec son chien. L'animal avait aboyé pendant plusieurs jours, attaché dans la rue. Lorsque les policiers ont détaché le chien, il s'est précipité vers la fenêtre de la cave du pâtissier, où ils étaient en train de découper une nouvelle victime. Les conséquences étaient prévisibles. La torture, le procès et l'exécution par le feu sur la place de Grève. On dit que même dans le palais, plusieurs personnes sont mortes de choc en réalisant quel pâté ils avaient mangé. La maison où les deux amis avaient commis leurs actes noirs a été rasée. Et pendant plusieurs siècles, on n'a rien construit à cet endroit. La malédiction des Templiers. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a que 3 îles. La Cité, Saint-Louis et l'île aux Cygnes. Cependant, autrefois, il y avait plus d'îles, et ça et là, des bouts de terre émergeaient de la Seine. Mais les pointes de l'île de la Cité, où se trouve actuellement le Pont Neuf, n'existaient pas du tout. Jusqu'au XVIe siècle, 2 petits îlots se trouvaient ici. Sur l'île de la Gourdaine, il y avait un moulin à eau et une presse à monnaie, tandis que sur l'île voisine, l'île aux Juifs, avaient lieu les exécutions. La sinistre réputation de cet endroit a été apportée par le roi de France, Philippe le Bel, fils de Louis le Saint. Ce monarque était connu non seulement pour sa beauté, mais également pour son avidité insatiable. Peu de dirigeants de France se sont illustrés autant que lui par leur pillage et leur confiscation de biens auprès de divers groupes de population. D'abord, sur ordre de Philippe le Bel, tous les Juifs furent expulsés pour usure, bien qu'il leur eût été interdit d'exercer d'autres professions. Leurs biens furent confisqués au profit du trésor. Après les Juifs, ce fut au tour des Lombards. Sans s'arrêter là, le roi se tourna vers les Templiers, qui possédaient des richesses inestimables. Philippe ordonna l'arrestation de tous les Templiers, les accusant de blasphème et de trahison envers l'Église. En mars, un vendredi 13, Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers, et plusieurs autres chevaliers furent brûlés vifs. Pendant l'exécution, le grand maître de l'ordre maudit le roi et tous ses descendants jusqu'à la 13e génération. Il est possible que ce fût une crise cardiaque massive, ou peut-être même la malédiction. Mais Philippe le Bel mourut exactement 1 an plus tard. Aucun de ses descendants ne régna longtemps. Ces événements ont inspiré le cycle de romans de Maurice Druon, Les Rois maudits. Le fantôme de l'homme rouge dans le jardin des Tuileries. Saviez-vous que le jardin des Tuileries est hanté par un fantôme? La légende dit que l'apparition de ce spectre est liée à Catherine de Médicis, la Reine Noire. Elle a obtenu son surnom non seulement en raison de son deuil pour son mari, mais également en raison des ordres cruels qu'elle a donnés. On dit même qu'elle a empoisonné son propre fils. Au service de Catherine, il y avait Jean Chataignier, un géant d'homme, ancien boucher. Il guettait les ennemis de la reine dans ce jardin et les tuait froidement. Mais connaissant trop de choses, Chataignier devint dangereux même pour la reine elle-même. On lui ordonna de l'éliminer. L'assassin surprit Jean dans le jardin des Tuileries, mais quelque chose se passa mal et il ne put le tuer du premier coup.
mourant de perte de sang, Chataignier maudit son meurtrier et sa maîtresse, promettant de revenir. L'assassin n'avait pas eu le temps de retourner au palais que le spectre ensanglanté de Chataignier se manifesta devant lui, et il s'enfuit épouvanté. La reine ne crut pas au récit du fantôme et ordonna à l'assassin de se ressourcer. Mais 2 ans plus tard, l'homme rouge apparut au astrologue personnel de Médicis, et celui-ci prédit une série de malheurs qui commencèrent bientôt à se réaliser. L'homme rouge apparut à de nombreux monarques de France, leur inspirant la terreur. On dit qu'il fut le seul à sympathiser avec Napoléon, lui donnant des conseils précieux. Après l'incendie du palais des Tuileries, l'esprit de Jean Chataignier se calma et cessa de troubler les présidents français. Mais on dit que même aujourd'hui, on peut encore rencontrer l'homme rouge sur les allées du parc, admirant les vues de la ville. Si vous le rencontrez, transmettez-lui mes salutations. La maison aux fantômes, au 24 rue Victor Masse. Le bâtiment situé au 24 rue Victor Masse est devenu tristement célèbre à Paris en raison d'une série de morts mystérieuses survenues dans ses murs. Cette maison appartenait au compositeur Victor Masse, qui mourut chez lui de maladie. Ensuite, Sylvia Vartan, actrice et chanteuse française, épouse du musicien rock Johnny Hallyday, s'y installa. Elle quitta rapidement le domicile après son installation et mit la maison en vente sans expliquer les raisons. Le nouveau locataire mourut bientôt et les rumeurs disaient qu'il était décédé de la même maladie que Victor Masse. Ensuite, le directeur du cabaret Folie Bergère acheta la maison, mais il mourut également dans cette demeure. La maison fut héritée par sa gouvernante, mais on la trouva bientôt sauvagement assassinée avec une pelle à feu. L'assassin ne fut jamais attrapé. Après ces tragédies, la maison sur la place Pigalle devint célèbre comme la maison aux fantômes. Elle resta longtemps vide, effrayant les passants avec ses fenêtres vides. Mais il y a quelques années, des gens se sont à nouveau installés dans la maison, qui, apparemment, savent cohabiter avec les habitants de l'au-delà. Le fantôme de l'opéra. Le célèbre musical d'Andrew Lloyd Webber est connu dans le monde entier. Mais peu de gens savent que sa base ne repose pas seulement sur le roman éponyme de Gaston Leroux, mais également sur une histoire tout à fait vraie qui s'est produite à Paris en 1873. À cette époque, un jeune pianiste talentueux perdit sa fiancée lors d'un terrible incendie et lui-même fut défiguré par les flammes. Anéanti par le chagrin, il trouva refuge dans les sous-sols de l'Opéra Garnier, où il mourut, consumé par son malheur. Après sa mort, des événements étranges et souvent tragiques commencèrent à se produire dans le théâtre. En 1969, juste pendant une représentation, un lustre s'effondra soudainement, tuant un spectateur assis au fauteuil numéro 13. La jeune chanteuse Christine Daae vit un jour le fantôme du pianiste errant dans les corridors du théâtre. Ainsi, la série d'événements mystérieux inspira l'apparition du conte mondialement aimé, Le fantôme de l'opéra. Les égouts de Paris habitent des crocodiles. À Paris,
sous le pont Neuf, il y a un tronçon d'égout où les employés municipaux préfèrent ne pas descendre. Pourquoi ? Tout a commencé le 7 mars 1984, lorsque les ouvriers de la voirie ont rencontré quelque chose d'écailleux, couvert de saleté. Dans la panique, ils ont appelé les pompiers, qui ont hissé à la surface un vrai crocodile de 1 mètre de long. Il s'est avéré que c'était un crocodile du Nil. On l'a transféré aux eaux de Paris. Depuis lors, chaque deuxième employé travaillant dans les collecteurs de la ville affirme que les égouts sont infestés de crocodiles et d'autres créatures dangereuses. Voulez-vous vérifier cette légende urbaine ? Visitez le musée des égouts si vous osez prendre le risque. La légende de la rue du chat qui pêche. Rue du chat qui pêche, l'une des plus anciennes et des plus courtes rues de Paris, avec tout juste 15 mètres de long et 1,50 m de large. La rulette a obtenu son nom grâce à une légende urbaine du XVe siècle. On dit qu'un chat noir habitait non loin, qui savait pêcher avec sa patte. Le propriétaire du chat était le père Perle, un vieux chanoine de Saint-Séverin, qui était soupçonné de pratiquer l'alchimie, ce qui était pratiquement équivalent à la magie noire à cette époque. Une fois, 3 étudiants de la Sorbonne remarquèrent que le chat et son propriétaire n'étaient jamais vus ensemble. Ils décidèrent que le père Perle était un loup-garou. Alors, les 3 étudiants guettèrent le chat noir qui rentrait de la pêche, le tuèrent et jetèrent son corps dans la rivière. Ce jour-là, personne à Paris ne rencontra le père Perle. Les rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles les étudiants avaient en réalité tué non pas le chat, mais le chanoine lui-même. La justice fut rendue de manière incroyablement rapide et sans enquête. Le procureur royal ordonna de pendre les 3. Au bout de quelques jours, le père Perle revint à Paris après un voyage inattendu à la campagne et célébra la messe dominicale à Saint-Séverin. Le même jour, le chat noir réapparut sur les berges de la Seine, pêchant du poisson avec sa patte. Depuis lors, la rue porta son nom actuel. Plus personne n'osa toucher au chat noir du chanoine. On dit que le fantôme du chat pêcheur continue de hanter l'étroite ruelle parisienne. La demeure de la rue Saint-Pierre, hôtel particulier de la rue Saint-Pierre. Cette légende urbaine est relativement jeune. Elle est apparue dans les années 1980, lorsque l'architecte parisien a commencé la restauration de l'hôtel particulier de la rue Saint-Pierre. Immédiatement après le début des travaux sur le chantier, des accidents malheureux commencèrent à se produire. Un ouvrier tomba de l'échafaudage, des poutres s'effondrèrent, un incendie éclata, détruisant presque tout le chantier, mais laissant la maison elle-même intacte. Des bruits étranges provenaient des murs. Les ouvriers superstitieux refusèrent de continuer la restauration, et l'architecte appela un médium. Celui-ci raconta l'histoire de cette maison. Selon lui, l'ancien propriétaire de l'hôtel particulier était un homme heureux avec une belle histoire d'amour romantique. Il voulait que l'hôtel particulier devienne un nid douillet pour lui et sa bien-aimée. Et même après une mort subite, son fantôme continue de protéger sa maison contre les intrusions. La légende dit que le fantôme de l'ancien propriétaire protège l'hôtel particulier, ne permettant à personne de troubler sa paix. C'est pourquoi
chaque fois que quelqu'un tente de modifier la maison, le fantôme se rappelle à son attention, créant des obstacles inimaginables. Eh bien, les touristes de l'ombre, quels sont les endroits que vous allez visiter à Paris? Attendez-vous de rencontrer le fantôme de l'opéra? Ou peut-être osez-vous vous promener dans la ruelle étroite du Chat-Pêcheur? Et qu'en est-il de l'hôtel particulier de la rue Saint-Pierre, où habite le fantôme jaloux? Écrivez dans les commentaires et mettez un like si vous êtes prêt à partir à la recherche du paranormal dans la ville la plus romantique du monde.